Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui hante la chronique judiciaire française depuis plus de 30 ans maintenant, l'affaire Omar Haddad. Ah oui, un dossier incroyablement dense, plein de rebondissements, et qui divise toujours autant l'opinion. Exactement. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va s'appuyer sur pas mal de documents, des articles de presse récents, notamment de l'E-Post, le regard aussi assez critique d'un magistrat honoraire, Philippe Bilger, sur son blog. Oui, et puis des archives d'associations comme l'AVFT, et bien sûr les infos sur les tout derniers développements judiciaires, y compris un livre récent, coécrit par l'avocate actuelle d'Omar Haddad. Voilà. L'idée, c'est vraiment de plonger ensemble dans cette complexité, de revisiter les faits marquants, les preuves qui parfois se contredisent. Et de comprendre pourquoi, oui, pourquoi cette affaire suscite toujours autant de passion et de désaccords. Bon. Alors, allons-y. Reprenons peut-être au tout début, le 23 juin 1991. Ghislaine Marchal, 65 ans, veuve d'un industriel connu, est retrouvée morte, assassinée brutalement, dans la cave de sa villa à Mougins. Oui, sur la Côte d'Azur. Une scène de crime particulièrement macabre. Et très vite, l'enquête va tourner autour d'un élément assez spectaculaire. Ah oui, l'élément clé, celui qui va devenir vraiment le cœur de l'accusation pendant des années. Sur deux portes de la scène de crime, la porte de la cave et celle de la chaufferie où on retrouve le corps, il y a des inscriptions, faites avec le sang de la victime. Et qu'est-ce qu'elles disent, ces inscriptions? Elles sont courtes, mais terriblement accusatrices. Omar m'a tué. Ça semble désigner très clairement Omar Haddad, qui était le jardinier marocain de Madame Marchal. D'accord. Et c'est ça qui mène à sa condamnation, hein. Principalement. C'est cet élément-là, couplé à d'autres indices comme l'absence d'effraction apparente, et puis le fait que la porte de la chaufferie semblait bloquée de l'intérieur. Tout ça conduit à sa condamnation. Le 2 février 1994, la cour d'assises de Nice le déclare coupable de meurtre, 18 ans de réclusion criminelle. Et là, dès le verdict, c'est l'explosion médiatique, j'imagine. Ah oui, tout de suite. L'affaire devient un symbole. D'un côté, ceux qui crient à l'erreur judiciaire, de l'autre, ceux qui sont persuadés qu'il est coupable. Et on a eu des grands noms du barreau qui se sont affrontés. Oui, je me souviens maître Jacques Vergès pour Omar Haddad. Très médiatique, oui. Et maître Henri Clerc, une autre figure pour la famille Marchal. Et d'ailleurs, le magistrat Philippe Bilger, dans son blog, il fait une remarque là-dessus, non? Sur la défense de Vergès. Oui, tout à fait. Bilger, qui a suivi l'affaire de près en tant que magistrat, il a un regard assez critique sur la stratégie de Vergès pendant le procès lui-même. Il dit en gros que Vergès aurait été moins percutant dans le prétoire, face aux jurés, qu'il ne l'a été après dans les médias, pour construire cette image de Haddad victime. Ah d'accord. C'est intéressant, hein, cette distinction entre la bataille judiciaire pure et puis la bataille médiatique. Exactement. Et cette bataille médiatique, justement, Philippe Bilger en fait un point central de son analyse. Il parle de ce qu'il appelle le judiciairement correct. Le judiciairement correct, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il entend par là? Pour Bilger, il y aurait une sorte de pression ambiante, une tendance culturelle, médiatique, qui aurait systématiquement penché en faveur de l'innocence d'Omar Haddad. Il pense que l'opinion, et même une partie du monde judiciaire, était plus réceptive aux arguments de la défense. Il donne des exemples, hein. Oui, il cite notamment le film de Roch Dizem, Omar m'a tué, sorti en 2011. Ce film est basé sur les livres écrits par Haddad lui-même et par l'académicien Jean-Marie Rouard, qui a très tôt défendu Haddad. Pour Bilger, ce film, c'est une œuvre militante, clairement orientée pour montrer Haddad comme une victime, sans forcément présenter tous les éléments à charge de manière équilibrée. Et quels sont ces éléments à charge que Bilger et ceux qui croient Haddad coupable mettent en avant, au-delà des inscriptions elles-mêmes, bien sûr? Alors, leur raisonnement repose sur plusieurs points, d'après Bilger. D'abord, le contexte même des inscriptions, écrites avec le sang de la victime, dans une pièce qui, d'après l'enquête initiale, était fermée de l'intérieur. Pour eux, ça ressemble fort à un dernier geste de Ghislaine Marchal pour désigner son meurtrier. Oui. Ensuite, il y a cette fameuse faute d'orthographe. Omar m'a tué. La défense en a fait un argument majeur. Il disait « Une femme cultivée comme Madame Marchal n'aurait jamais fait cette faute tuer au lieu de tuer. » C'était la preuve, selon eux, que c'était une mise en scène. Mais Bilger, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il conteste ça fermement. Il dit avoir vu d'autres écrits de Ghislaine Marchal où elle faisait des fautes, justement sur les accords de participe passés avec l'auxiliaire avoir. Un point difficile en français, c'est vrai. Donc il relativise beaucoup cet argument de l'impossibilité de la faute. D'accord.
Et il rejette aussi l'idée que ce serait physiquement impossible d'écrire ça dans l'agonie, avec son sang ou dans le noir. Pour lui, toutes ces objections techniques, elles ne pèsent pas lourd face à la force de l'inscription elle-même. Il pense que l'accumulation de tous ces éléments, y compris d'autres détails de l'enquête sur les déplacements, etc., formait un faisceau de présomption suffisant pour la condamnation. Pourtant, malgré cette conviction de certains, le doute s'est quand même installé, et il y a eu cet épisode assez marquant de la grâce présidentielle. Oui, en 1998. Le président Jacques Chirac accorde une grâce présidentielle, mais attention, partielle, à Omar Haddad. Et selon Philippe Bilger d'ailleurs, cette décision aurait été pas mal influencée par une intervention du roi du Maroc de l'époque, Hassan II. Ah oui, dimension politique. Mais partiel, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il n'a pas été innocenté. Précisément. C'est crucial de comprendre ça, comme le souligne bien l'article d'El Post. La grâce partielle, ça a permis à Omar Haddad de sortir de prison en septembre 1998, après un peu plus de 7 ans. Mais ça n'efface pas la condamnation. Juridiquement, il reste coupable. D'accord. La grâce touche à l'exécution de la peine, pas au jugement lui-même. Exactement. Et c'est pour ça que le combat judiciaire n'a jamais cessé. Dès janvier 1999, son avocat de l'époque, Maître Vergès, dépose une première requête en révision du procès. C'est le début d'une très longue bataille pour essayer d'obtenir l'annulation de la condamnation et bien sûr un nouveau procès. Et cette bataille pour la révision, elle a connu des rebondissements assez importants ces dernières années, notamment grâce au progrès de la science, non? On parle beaucoup d'ADN. C'est exact. L'élément majeur qui a vraiment relancé l'affaire, c'est un rapport d'expertise génétique de 2019 fait par le docteur Laurent Brugnot. Elle poste en parle en détail. Ce rapport a analysé des scellés de l'époque, dont les fameuses portes. Et alors, les résultats? Ils sont troublants. L'expert a identifié une trentaine de traces d'un ADN complet sur une des portes, celle avec l'inscription « Omar m'a tué ». Et cet ADN, il est inconnu. Surtout, il n'appartient pas à Omar Haddad. Un ADN inconnu sur la porte. Mais est-ce que ça pourrait être une contamination? Par les enquêteurs, par exemple? Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'après l'En-Post, l'expert Bregnaud, lui, il privilégie l'hypothèse d'un dépôt de ces traces ADN au moment des faits. Il pense que c'est moins probable que ce soit une contamination plus tardive. Ah oui, d'accord. Et si cette interprétation est juste, et ça évidemment ça va être discuté, eh bien ça change potentiellement beaucoup de choses. Comme le dit maître Sylvie Noachovic, l'avocate actuelle de Haddad, ces traces pourraient appartenir à quelqu'un d'autre présent sur la scène de crime. Et qui aurait pu écrire le message, voire être le meurtrier. C'est la thèse défendue, oui. Ça ouvre une brèche énorme dans le scénario initial qui avait mené à la condamnation. Donc l'ADN, c'est un élément nouveau, majeur, et il y a eu aussi cette histoire incroyable d'une autre enquête, menée bien plus tard. Oui, c'est l'autre révélation importante, sortie notamment dans le livre Ministère de l'injustice et reprise par le Poste. Apparemment, il y a eu une enquête de gendarmerie, menée très discrètement, entre 2002 et 2004, donc bien après la condamnation et la grâce. Une enquête parallèle, en quelque sorte? Exactement, distincte de l'enquête policière initiale. Et elle explorait une piste complètement différente, celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Un cambriolage? Avec des suspects identifiés et tout? Apparemment, oui. D'après le livre, cette enquête aurait identifié 2 frères comme suspects potentiels. L'un d'eux était d'ailleurs déjà connu de la justice, même détenu pour une autre affaire. Les gendarmes semblaient prendre cette piste très au sérieux. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh bien, toujours selon les auteurs du livre, cette enquête aurait été stoppée net, brutalement. Ils parlent de pression venue d'en haut, peut-être d'un général de gendarmerie, pour que ça s'arrête. Bon, ce sont des allégations très graves, qui restent à prouver. Bien sûr. Mais l'existence même de cette enquête parallèle et son interruption supposée, ça jette forcément un trouble supplémentaire. Du coup, avec ces 2 éléments nouveaux, l'ADN et cette enquête cachée, la justice a réagi récemment. Tout à fait. La défense d'Omar Haddad a déposé une nouvelle requête en révision. Et en décembre 2021, décision importante, la commission d'instruction de la Cour de révision a ordonné un supplément d'informations. Ce qui veut dire? Concrètement, ça veut dire que la justice a décidé de creuser ces nouvelles pistes. Le dossier Omar Haddad est officiellement rouvert. Ce n'est pas encore la révision du procès, attention, mais c'est une étape nécessaire pour y arriver peut-être un jour. C'est dans ce contexte que Maître Noachovic et Georges Fenech, qui est un ancien juge d'instruction, ont publié leur livre présentant l'affaire comme une erreur judiciaire majeure. C'est fou de voir comment une affaire peut rebondir comme ça des décennies après.
Pour élargir un peu la perspective, les documents de la VFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, font un parallèle intéressant avec une autre affaire. Oui. La VFT compare l'affaire Haddad avec le cas de Véronique Akobé. C'est une affaire moins connue aujourd'hui, mais qui avait fait du bruit à l'époque. Pour résumer vite ça, Véronique Akobé, employée de maison ivoirienne, condamnée en 1990 à 20 ans, accusée du meurtre de son employeur et de tentative de meurtre sur le fils. Et le drame est arrivé après qu'elle ait dénoncé des viols répétés de leur part, des viols qui n'ont pas été reconnus au procès. D'accord. Et quel lien la VFT fait avec Omar Haddad? Il souligne plusieurs points communs assez troublants. D'abord, Haddad et Akobé sont tous les deux des travailleurs immigrés, socialement plus vulnérables. La VFT suggère que leur parole, face à des employeurs ou des victimes de milieux plus aisés, n'a peut-être pas eu le même poids, la même écoute. D'accord. Deuxièmement, et c'est frappant, c'est le même président de cour d'assises, Armand Dian, qui a présidé les 2 procès à Nice à quelques années d'intervalle. Incroyable! Le même juge! Oui. Troisièmement, les peines, très lourdes, 18 ans pour Haddad, 20 ans pour Akobé. Et quatrièmement, la grâce présidentielle est intervenue dans les 2 cas, partielle pour Haddad, mais totale pour Véronique Akobé, obtenue en 1996 après une grosse mobilisation, notamment de la VFT. Donc en fait, la VFT utilise ce parallèle pour soulever une question plus large sur le système judiciaire lui-même, sur d'éventuels biais. Exactement. Est-ce que des préjugés inconscients liés à l'origine, à la classe sociale, au genre même, dans le cas d'Akobé ont pu jouer? C'est la question dérangeante qu'il pose. Il note aussi, pour l'anecdote, que l'avocat initial d'Akobé, dont la défense a été critiquée, c'était maître Jacques Perrat, qui était une figure politique locale, élu FN à l'époque, avant de devenir maire de Nice, et qui a lui aussi commenté la grâce de Haddad plus tard. D'accord, donc ce parallèle Haddad-Akobé, ça invite à réfléchir au contexte plus général, à la façon dont la justice peut percevoir certains justiciables. C'est ça. Ça ne prouve rien sur la culpabilité de Haddad en soi, mais ça élargit le cadre de réflexion. On voit bien à quel point c'est devenu un écheveau incroyablement complexe. Des faits, des interprétations, des combats judiciaires, médiatiques. 30 ans après, la division est toujours aussi nette. Ah oui, absolument. La polarisation est extrême. D'un côté, les défenseurs de Haddad, qui sont galvanisés par les nouveaux éléments, l'ADN, l'enquête de 2002-2004, pour eux, c'est l'erreur judiciaire monumentale, voire un complot pour protéger les vrais coupables. Et de l'autre côté, De l'autre côté, ceux qui, comme Philippe Bilger, restent convaincus de la justesse de la condamnation initiale. Pour eux, les nouveaux éléments sont intéressants, oui, mais pas forcément concluants. Ils continuent de penser que les inscriptions sanglantes et les éléments de 1991, c'est ça le plus solide. Ils voient souvent la persistance du doute comme le résultat d'une campagne médiatique bien menée, plus que d'une vraie faiblesse du dossier. et pendant ce temps, la justice suit son cours avec ce supplément d'information. Voilà. En vue d'une éventuelle, très éventuelle, révision. Et au milieu de tout ça, il y a la dimension humaine, qui est terrible, des 2 côtés, j'imagine. Oui, c'est fondamental de ne pas l'oublier. D'abord, Omar Haddad lui-même. Un homme qui clame son innocence depuis plus de 30 ans, qui a fait de la prison, dont la vie est brisée par cette affaire. Quoi qu'il se soit passé, son combat est une épreuve humaine incroyable. Oui. Et puis de l'autre côté, il y a la famille de Ghislaine Marchal. Bilger cite la nièce de la victime. La seule victime, c'est ma tante. Pour eux, toute cette saga judiciaire, ça réveille sans cesse la douleur. Ça remet en question une culpabilité qu'ils tiennent pour acquise. L'impact sur toutes les personnes touchées est immense. Bulzer va même jusqu'à émettre une hypothèse un peu psychologique. Il se demande si, à force de mener ce combat pour être reconnu innocent, Omar Haddad n'a pas fini par s'identifier complètement à cette figure de l'innocent, au point que ça devienne sa vérité, presque indépendamment des faits. C'est une réflexion sur comment une cause peut finir par façonner celui qui la porte. Alors, si on essaie de résumer, on a d'un côté ces inscriptions terribles. Omar m'a tué, le sang, la pièce fermée de l'intérieur, le cœur de l'accusation. Et de l'autre, des décennies plus tard, cet ADN inconnu sur la scène de crime et cette enquête parallèle qui explorait une autre piste et qui aurait été étouffée. C'est un vrai casse-tête. C'est exactement ça, un casse-tête qui explique pourquoi cette affaire nous fascine et nous interroge encore autant. Parce qu'elle touche à des questions fondamentales sur notre justice. C'est quoi la hiérarchie des preuves? Une inscription manuscrite, même en sang, ça pèse plus qu'un ADN. Comment la science peut éclairer ou compliquer les vieilles affaires? Et la question des biais aussi. Absolument.
Est-ce que l'origine sociale, ethnique, peut influencer, même inconsciemment, le regard des enquêteurs, des juges? L'affaire Haddad, c'est aussi une illustration du rôle énorme, parfois ambigu des médias, de l'opinion. Est-ce que l'emballement médiatique peut faire pression, construire des certitudes? Hmm. Finalement, cette affaire, c'est peut-être une leçon d'humilité sur la vérité judiciaire. Après tant d'années, tant de zones d'ombre, d'interprétations contraires, est-ce qu'on peut encore espérer une certitude absolue? Ça soulève vraiment la question de la faillibilité de la justice humaine et de l'importance des mécanismes comme la révision pour essayer de corriger les erreurs. Et pour finir, peut-être une pensée pour aller plus loin. Au-delà de la question de la culpabilité ou de l'innocence de Mar Haddad qui trouvera peut-être un jour une réponse judiciaire, ou peut-être jamais, qu'est-ce que la persistance de cette controverse nous apprend sur nous-mêmes? Qu'est-ce que cette fascination collective pour une affaire aussi complexe, avec ses preuves scientifiques, ses accusations de partialité, ses rebondissements, qu'est-ce que ça révèle sur notre rapport à la justice, à la vérité et à ces grandes énigmes criminelles qui semblent défier toute explication simple? C'est peut-être ça l'héritage le plus durable de l'affaire Omar Haddad.